Bonjour Florian. Aujourd'hui nous allons parler autour de ton livre, le livre que tu viens de publier, Antiracisme trahi, paru aux Presses universitaires de France dans la collection Questions républicaines. Alors, quand on regarde la table des matières, ça commence donc par l'antiracisme dominant n'est pas moral mais libéral. On parle de l'antiracisme politique, on parle de ce qui se passe dans différents pays. Là, on prend aussi les critiques américaines, etc. Et puis ta dernière partie s'intitule « Pour un antiracisme socialiste ». Alors on ne va pas tout de suite parler de l'antiracisme, mais je propose que nous commencions à partir de la réalité que nous sommes en train de vivre et qui appelle justement sans doute ce débat, mais ça tu t'en expliqueras, qui est la présence du racisme et le poids du racisme dans le débat idéologique, dans la réalité vécue par quantité de gens, et dans le débat politique aussi, directement politique, notamment avec l'extrême droite qui revendique sous des formes plus ou moins différentes en tous les cas, qui propose en tous les cas des politiques qui intègrent une dimension de racisme. Et puis, dans ce moment-là, justement, en réaction soit à des situations vécues, soit à des débats politiques ou à des batailles politiques, la question de l'antiracisme vient comme un des éléments de cette bataille-là. Donc ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu pars d'une réflexion sur l'antiracisme lui-même, mais je trouve que ce serait intéressant, enfin je pense que l'intérêt aussi c'est de partir de quand même que l'antiracisme a priori, c'est aussi ce qui nous permet de faire reculer le racisme. Alors comment tu réagis à cela à partir de ta réflexion justement sur l'antiracisme ? Oui, mais tu as raison. Le contexte d'écriture du livre, c'est effectivement le racisme. D'une part, le racisme déjà réellement existant dans nos sociétés, voilà, et qu'on peut mesurer sur certains critères, discrimination à l'embauche, un rapport problématique à la police dans les quartiers populaires, des sortes de suspicions d'appartenance à la communauté nationale, par exemple le lendemain d'un attentat où on va demander à des musulmans de se désolidariser, par exemple, des terroristes, alors qu'on ne demande pas ça à d'autres, lorsque Anders Breivik, par exemple, tue des gens en Norvège ou en Suède. Et puis d'autre part, donc il y a la réalité du racisme déjà existant, et puis d'autre part la montée de l'extrême droite, les deux se nourrissant. Et au cœur du programme d'extrême droite, enfin l'une de ces dimensions centrales, c'est la question du racisme, un approfondissement du racisme. Donc il me semblait que s'atteler à ce problème, essayer de trouver une réponse, c'est évidemment, enfin je suis pas le seul, tout le monde a bien conscience que c'est un enjeu central. Maintenant la question était de savoir quel type de réponse on apporte. Et c'est là où, du coup, j'étais confronté, moi comme d'autres d'ailleurs, à une certaine insatisfaction, parce qu'il y avait des discours antiracistes qui me semblaient plus ou moins pertinents pour mener ce combat. Oui, mais on pourrait quand même te poser une question toute simple, qui est l'antiracisme, ça ne devrait pas faire problème. Alors jusqu'à une certaine... Qu'est-ce qui fait problème pour toi dans l'antiracisme ? Jusqu'à une certaine époque, tu as raison, hein, être antiraciste ne posait pas de problème à gauche, quoi. Voilà, c'était la position consensuelle. Ça posait pas de problème stratégique, ça posait pas vraiment de problème théorique. On avait l'impression que c'était qu'une question finalement de valeur. Voilà, j'adhère à l'antiracisme et puis j'essaie de prêter main forte à telle ou telle lutte concrète. Et puis à partir des années 2000, il me semble que la question s'est complexifiée, il y a des divergences stratégiques qui sont apparues, et puis on a pu aussi découvrir la complexité aussi conceptuelle, théorique de la question de l'antiracisme. On se rendait bien compte que c'était plus seulement une question d'affirmation de valeur, mais de disposer de grilles d'analyse pour comprendre le fonctionnement de nos sociétés. Et donc tout apparaissait compliqué à partir des années 2000. Alors ça m'amène à préciser que tu es professeur de philosophie, oui, et que tu es membre du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri. Alors tu as parlé des valeurs, mais dans ton
On reviendra après sur des catégories de l'antiracisme, hein, politique, libéral, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y aurait de particulier, ou disons, dans tous les cas, qu'est-ce qui ferait question dans l'idée que c'est une position morale, l'antiracisme? Ça ne s'y réduit pas, mais c'est une dimension, oui, de l'engagement. Parce que tu critiques, là. Alors, je critique pas la dimension morale, mais il se trouve que une étiquette est apparue dans ces dernières années, antiracisme moral, pour désigner un certain type de discours, mais c'est pas moi qui forge cette étiquette. Elle est là, elle existe dans le débat. Il y aurait plusieurs antiracismes, dont un antiracisme dit moral, qui serait un peu discrédité. Moral signifiant ici prêche abstraite, sans aucune traduction politique réelle. Et donc, au fond, c'est ce serait l'antiracisme des grands discours, des firmes ou des gouvernements, mais qui va de pair avec l'accroissement de difficultés dans les quartiers populaires. Alors, je te propose qu'on y revienne après, là, ouais. Qu'on y vienne après. Et peut-être tout de suite, parce que je pense que ça nous parle beaucoup, surtout dans la dernière période, c'est de faire un détour par les États-Unis. Et il y a un chapitre sur les États-Unis, Witness, enfin, le racisme ouvrier aux États-Unis. On a beaucoup parlé, évidemment, avec Trump, avec la montée du racisme qu'il a alimenté, hein, lui, très, très violemment, et pas seulement lui, hein, le Parti républicain maintenant. Et ce qu'on a dit d'ailleurs à ce moment-là, en disant que c'est peut-être notre débat, mais ça le touche d'une certaine manière, que ce qu'on pouvait reprocher aux progressistes, aux démocrates d'une certaine manière, voire à la gauche américaine, c'est d'avoir délaissé la classe ouvrière blanche, etc. C'est-à-dire il y avait une notion aussi d'un racisme. Disons que dans la question politique intervenait la question du racisme. Évidemment, elle était venue aussi à travers Obama, mais elle était venue encore plus fort, je dirais, d'une certaine manière, à travers la distinction qui se faisait là-bas. Et alors, les luttes antiracistes, pour nous, c'est aussi Black Lives Matter, les grandes manifestations. Et alors, faisons un petit détour par les États-Unis pour justement voir comment le débat aux États-Unis lui-même a évolué. On peut même remonter à l'esclavage ou après, mais enfin tu remontes à la période que tu penses la plus pertinente pour en parler. Mais je crois que c'est un détour utile pour nous pour réfléchir. Oui, alors c'est un détour utile tout en maintenant quand même, en ayant bien conscience aussi la différence des contextes. Alors non, insister sur la différence des contextes, ça ne signifie pas repeindre la France en rose, il n'y aurait pas de problème de racisme en France, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est simplement ne pas écraser une réalité nationale sur une autre, parce que les histoires françaises et états-uniennes sont différentes. Moi je suis revenu au contexte des années 60, où à la fin du mouvement des droits civiques... Oui, tu parles de Stanley Carmichael. Voilà, entre autres, parce qu'il me semble que à ce moment-là apparaissent des divergences stratégiques, des divergences intellectuelles au sein du mouvement des droits civiques, bon, qui ont toujours existé en filigrane auparavant, hein, mais là qui se sont formulées de manière assez claire. Et il me semble que les discours antiracistes, une partie des discours antiracistes en France aujourd'hui viennent puiser en fait dans ce moment américain, d'où l'idée de reconstituer ce contexte, et en particulier, le minimum était de montrer la pluralité des voix des militants afro-américains à l'époque, parce que quand on entend parler aujourd'hui de ce contexte des années 60, on a l'impression d'une sorte d'unanimisme que finalement tout le monde aurait décidé qu'il n'y avait qu'une seule stratégie, par exemple construire des organisations non mixtes, etc. Alors qu'en fait c'est une partie, et sans doute une partie minoritaire, qui se lance dans ce type de stratégie. Donc remettre ça en lumière, c'était aussi sortir de l'effet, sorte de... On essaie un peu d'impressionner en disant voilà comment ils ont fait. Alors qu'en réalité c'est pas vrai, ils n'ont pas fait comme ça, il y a eu plein de stratégies qui ont été testées. Et voilà, donc je voulais reconstruire ce débat en montrant qu'il y avait plein de voix et qu'on n'était pas pris au piège il n'y avait pas que Stockley Carmichael par exemple. C'est je pense un des grands mérites un des mérites de ton livre, que de montrer les diversités des approches, y compris de pas se focaliser sur une seule
forme de la bataille contre le racisme aux États-Unis, soit dans sa radicalité, soit dans le type de rassemblement. Puis on reviendra peut-être, enfin, il y aura un mot à dire quand même sur Martin Luther King et peut-être aussi Angela Davis. Enfin, tout ça est dans le livre. On pourrait par rapport aux États-Unis, ce serait intéressant peut-être de revenir sur cette liaison qui se fait entre le monde ouvrier et justement cette dimension, comment elle intervient dans le débat. D'ailleurs, même Marx fait un rapport entre, disons, la classe ouvrière blanche, enfin les blancs qui se croient privilégiés ne se libéreront eux-mêmes que s'ils intègrent la dimension du racisme, s'ils trouvent le lien. Ça a été un débat très important dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais avant peut-être de revenir là-dessus, qui je pense c'est absolument, je pense, un point clé pour toi, qui est le rapport au monde, aux classes populaires, au monde du travail. Je pense que c'est une chose. Je voudrais revenir, il y a quand même une exigence de rigueur dans ce que tu fais. Je pense que c'est aussi un des mérites du livre, c'est de reprendre un certain nombre de notions et de les traiter comme des notions. Je pense évidemment et puisqu'on parlait des États-Unis, la différence avec nous est tout à fait éclairante, je pense pour les lecteurs, c'est la notion de race. Alors oui, effectivement, c'est... Nous disons comme gens de la gauche, enfin comme gens, nous disons que la race, enfin ça n'existe pas pour nous, et nous refusons la distinction de race, alors c'est à toi, je te donne la parole. L'antiracisme, une des figures antiracistes des années 60 aux États-Unis, Stokely Carmichael, qui a écrit l'ouvrage Black Power pour une politique de libération aux États-Unis, précisément, c'est un antiraciste qui va mettre au centre de son combat l'idée de race. C'est-à-dire, on va récupérer l'idée de race pour en faire quelque chose. En tout cas, il pense qu'on peut en faire quelque chose d'émancipateur, et aussi pour déterminer des stratégies politiques, c'est-à-dire l'auto-organisation des Noirs, le racisme pensé comme une domination des Blancs sur les Noirs, etc. Donc cet antiracisme-là, il met au cœur de son militantisme l'idée de race qui aurait été finalement, qui aurait changé de camp d'une certaine manière. Elle serait passée du camp raciste, elle pourrait avoir dorénavant une fonction antiraciste. Et puis, donc cette réflexion, elle continue de courir, aujourd'hui, en France, où on peut trouver certains sociologues ou historiens expliquer que cette catégorie de race est nécessaire aux sciences humaines. Alors bien sûr, une race qui n'est pas la race biologique inventée par le discours raciste, mais une race comme construction sociale, hein, c'est ça le terme utilisé, comme construction sociale, qui devrait nous permettre de comprendre le fonctionnement du racisme et qui nous permettrait sans doute de le faire reculer. Alors, je me suis attaché à montrer dans le livre que beaucoup d'intellectuels américains s'opposaient à cette opération. Hein, donc, il ne s'agit pas du tout de penser qu'aux États-Unis, on pense que l'idée de race est intéressante. En France, nous sommes en retard sur les universités américaines. Non, aux États-Unis, il y a des intellectuels et des intellectuels très importants, comme par exemple Barbara et Karen Fields, qui refusent la catégorie de race en disant d'abord, c'est pas parce que vous répéterez que c'est une construction sociale que vous avez démontré quoi que ce soit, hein, puisqu'elles prennent plusieurs exemples assez cocasses dans leur ouvrage, hein, en disant le mauvais œil c'est une construction sociale. Personne ne pense qu'il s'agit d'une catégorie utile à la sociologie. Non, c'est quelque chose que la sociologie va analyser, mais qu'elle n'en fait pas un instrument de connaissance. La sorcellerie, on peut l'étudier en tant qu'historien, mais ça ne veut pas dire que la sorcellerie explique quoi que ce soit. Et donc, elle montre qu'il y a quantité d'objets qui sont des constructions sociales, et c'est beaucoup trop général d'en rester là. Par exemple, disent-elles aussi, le plan de métro de New York, c'est une construction sociale, telle race de chien, c'est une construction sociale, etc. Voilà, par exemple. En t'écoutant, là, je retrouvais le passage du livre où tu cites Pab Diaye. Tu dis le refus d'utiliser le mot race en France serait le symptôme d'un retard français. Tu le disais tout à l'heure, mais c'est intéressant. Tu dis retard par rapport à quoi? Par rapport aux États-Unis? Alors, Pab Diaye dit, par contraste avec les États-Unis, la notion de race est encore mal admise dans les sciences sociales françaises. Alors là, on est vraiment au nœud d'un débat. Par contre, il y a une chose qui est tout à fait irréfutable, alors en tous les cas, pour nous, c'est que le racisme, lui, existe. Oui, mais justement, aux États-Unis, c'est ce que soulignent les sœurs Fields, dont j'ai parlé à l'instant, dans leur ouvrage Racecraft qui vient d'être traduit, c'est qu'en fait, le racisme se dissimule
en permanence sous autre chose que lui. Et le racisme, par exemple, disent-elles, se transforme systématiquement en race, en contexte nord-américain, pour se dissimuler. C'est-à-dire que finalement, un tel a été tué à cause de sa race, et non pas à cause du racisme de tel policier américain. Et ça permet de dissimuler en permanence des actes en une propriété de la victime. Et donc plutôt que de renvoyer à un agent qui a commis... Donc voilà. Donc tout à l'heure, par exemple, aussi, on peut parler de les premières élections non raciales. Non, c'est les premières élections non racistes. Parce qu'une élection qui exclut en Afrique du Sud 90% de la population, c'est une élection raciste. Et donc non, tout s'est transformé et neutralisé en élection non raciale. Et de la même manière, race permet souvent aussi de cacher des choses. Donc soit qui relève du racisme, soit qui relève de la classe. Alors on va y venir justement, mais avant de prendre ce point qui est un des points essentiels, qui est celui du rapport entre race et classe, qui traverse d'ailleurs le débat aux États-Unis. On a une vision trop schématique, alors que c'est un long chemin que celui aux États-Unis de la lutte antiraciste, que d'intégrer la question sociale ou la question de classe. Enfin, ça dépend aussi de quel est l'interlocuteur, si on prend Angela Davis ou si on prend Martin Luther King, mais en tous les cas, de faire que l'antiracisme devienne un espace de rassemblement. Mais avant, ce que je trouve intéressant, et ça tu peux en dire au moins quelques mots, mais si tu développes pas, mais ça renverra au livre, c'est le travail que tu fais sur le travail encore sur les concepts. Parce que on a parlé de race, mais on parle par exemple d'un racisme systémique. On parle du privilège blanc, par exemple. Il y a des choses qui sont maintenant dans le discours et qui sont plus ou moins utilisées, mais en tous les cas qui fonctionnent à la fois dans l'imaginaire, mais aussi comme grille de lecture du réel. Alors c'est intéressant parce que tu y reviens sur ces notions-là en les décortiquant et je dirais de manière froide en quelque sorte. Oui, juste quand même un dernier mot sur race-racisme, c'est que par exemple, pour bien comprendre les malentendus, c'est-à-dire que si vous dites que les inégalités scolaires aux États-Unis s'expliquent par la race, je pense qu'il y a plein de malentendus possibles, alors que si vous dites que ça s'explique par le racisme et par le fait qu'on délaisse le ghetto noir, etc., les écoles publiques, il y a moins de malentendus. Il n'y a pas ce glissement vers le fait qu'elle s'expliquerait par des qualités intrinsèques des élèves noirs, par exemple. Donc c'est beaucoup mieux de dire racisme. Et en fait, la catégorie de race, c'est pas qu'elle me fait peur ou je ne sais quoi, c'est qu'elle est inutile. Elle est pas utile. Racisme. Est-ce que tu dirais qu'elle est inutile ou qu'elle n'est pas pertinente ? Je dirais qu'elle est inutile et par ailleurs elle peut aussi être dangereuse dans la mesure où elle se prête à des confusions, à des moments où on va naturaliser des phénomènes sociaux. Donc de ce point de vue-là, elle me semble dangereuse, mais elle est surtout inutile dès lors qu'on a racisme, éventuellement processus de racialisation. Je vois vraiment pas, j'ai jamais lu nulle part la démonstration que ça apportait quelque chose de plus. Après, j'ai pas répondu. Juste une chose par rapport aux États-Unis. Après, quand même, on va revenir chez nous. On va revenir en France avec le débat politique et on va peut-être faire aussi un détour par les quartiers, avec les grands guillemets. C'est qu'on a dit, par exemple, il y a plus de mortalité du Covid ou d'autres dans les populations noires. Mais ce que font remarquer des militants noirs, enfin américains, puisque là-bas ça se définit aussi comme ça, c'est qu'ils disent oui, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est dans les populations les plus pauvres. Et que donc la notion de race, l'utilisation de la distinction de race ne prend pas en compte l'ensemble des problèmes. Enfin, il y a beaucoup de textes qui sont parus dans ce sens-là, en disant mais oui, mais c'est aussi parce que ce sont des populations les plus touchées, les plus vulnérables, celles qui n'ont pas droit à la santé, etc. Voilà, et donc ça rejoint ce que tu dis. C'est une catégorie qui est porteuse de confusion. Donc par exemple, effectivement, les statistiques donnent l'impression qu'on décrit quelque chose d'une réalité simple à isoler. Donc effectivement, il y a eu plus d'Afro-Américains décédés du Covid que de Blancs. Mais en réalité, si on prend d'autres variables, à savoir prendre des transports en commun, être un travailleur essentiel, habiter dans un immeuble collectif, le nombre d'habitants dans l'immeuble, eh bien on se rend compte que une partie, la bourgeoisie noire américaine n'est pas du tout concernée par ces problèmes-là, et qu'une grande partie des classes populaires blanches américaines sont concernées par ce problème. Et on voit bien que du coup, il y a profusion de variables
derrière cette statistique apparemment simple qui nous dit tant de pourcents de noirs, tant de pourcents de blancs. Donc c'est une catégorie confuse, donc à mon avis elle n'apporte rien à la sociologie ni à l'histoire. Voilà. C'est d'autant plus, je pense, important ce que tu dis, intéressant en tous les cas, c'est que l'image du racisme aux États-Unis est extrêmement structurante, marquante, et que, comme tu l'as dit tout à fait au début, on ne parle pas des mêmes choses ici. Les mots, en tous les cas, n'ont pas forcément le même sens. Je pense par exemple au mot ghetto. Le mot ghetto aux États-Unis, ça veut dire quelque chose. Chez nous, c'est pas la même réalité, et on voit bien que les discriminations, par contre, sont réelles. Comment, quelles questions tu poses à partir de cette question des discriminations, dont sont réellement victimes des catégories de la population, dont certaines se revendiquent aussi d'une appartenance, non pas forcément raciale, mais en tout cas d'une catégorie discriminée. Tu penses à des gens enfin, de ce qui s'est passé dans les quartiers, dans les quartiers défavorisés. Exactement. La question, c'est comment tu fais, comment tu intègres ta réflexion sur l'antiracisme par rapport à la situation française, y compris dans le débat qu'il y a. Par exemple, si je prends race et classe, essentialisation, etc., comment tu vois, toi, le débat français, peut-être pour une part étant influencé par les États-Unis, mais aussi avec ses caractéristiques propres. Je pense par exemple au rapport à la colonisation chez nous. Oui, alors du coup... Parce que tu dis, il faut pas essentialiser, mais tu es bien obligé de... Comment tu réponds à une critique qui te dirait « Oui, mais est-ce que tu tiens vraiment compte des réalités vécues par des femmes et des hommes qui se sentent discriminés et d'une certaine manière parce qu'ils viennent d'ailleurs ou bien à cause de leur couleur de peau ?» Oui, mais d'abord en disant qu'il ne sait pas qu'ils se sentent discriminés, c'est on peut dire qu'ils le sont sous pas mal d'aspects de leur vie. Après, il s'agit pas du tout il faut écouter ces expériences, écouter ces témoignages. Hein, l'idée, c'est simplement de ne pas séparer en fait cette expérience-là bien réelle de tout un ensemble d'autres facteurs. D'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que de voir qu'il y a derrière ce vécu. Il y a énormément de choses qui sont à l'heure. Alors je vais prendre un exemple sur l'attitude de la police dans les quartiers populaires, par exemple. Eh bien, est-ce qu'il s'agit de la continuité d'une époque coloniale qui se maintiendrait aujourd'hui dans la manière de gérer une population indigène, ou est-ce qu'il s'agit de l'attitude de la police à l'égard des classes dangereuses, comme elle l'a pu le faire voilà, tout au long des siècles derniers. Bon, ben on voit bien que derrière, il s'agit de nier aucune expérience, mais de dire que ce rapport à la police, il est en fait très compliqué. Et je pense que c'est une étude empirique qui permettra de dire, ben dans tel cas, c'est tel facteur qui joue. Donc moi, cette expérience du rapport conflictuel à la police, il s'agit pas de, il s'agit de le penser justement dans tout. Et d'élargir sa compréhension et ses causalités. Tu as utilisé le mot en disant, mais il ne s'agit pas de nier. Alors, est-ce que quand on vient à la question du rapport entre racisme et classe, donc race et classe, qui est un thème très très fort, enfin, y compris chez les marxistes, dans tout un courant marxiste ou de la gauche ou d'une gauche plus radicale ou pas. Je trouve qu'il y a 2 ou 3 choses sur lesquelles je voudrais encore t'interroger, ou disons te demander de t'expliquer. C'est que quand même, on pourrait te reprocher, comme certains l'avaient fait d'ailleurs aux États-Unis. Puisque je reviens aux États-Unis, mais je ne serais pas obligé de revenir, mais parce que quand même ça a été éclairant par rapport à Sanders en disant, oui, ben lui il dit, si on règle la question sociale, ben on réglera la question du racisme. Et reconnaissons que ça peut être aussi une chose dans une culture, une forme de culture liée, disons, y compris au communisme, etc., de dire, oui, mais le primat de la question sociale, et après le reste viendra de surcroît. Je sais que c'est pas ta position, et je sais que ça n'est pas la position des communistes aujourd'hui, mais en tous les cas, il faut lever le soupçon en tous les cas.
faut lever le soupçon qu'on minimiserait la question de la discrimination à travers une théorisation du fait que bon, il faut vraiment intégrer la question de classe dans l'antiracisme, mais tout en voilà. Donc je trouve que là il y a une question à laquelle il faut répondre. En tous les cas, je te demande de répondre. Oui, tu as raison. Tu as travaillé là-dessus. J'anticipais un peu la critique Absolument. En disant il ne faut pas nier parce que c'est l'accusation répétée en permanence, à savoir que finalement toute la tradition du mouvement ouvrier n'aurait pas du tout pris en compte ce sujet. Ou bien l'aurait considéré comme secondaire. Secondaire, contradiction secondaire, ou alors des conceptions un peu magiques. Faites la révolution et le racisme disparaîtra en même temps. Ça vaut pour tout ce qu'on appelle les minorités, entre guillemets. Voilà, et ça vaut bien au-delà, hein, effectivement. Alors je voudrais simplement lire, alors oui, j'ai mis ça dans l'introduction de l'anthologie aux éditions de l'Humanité qui présente des textes de cette tradition, pour dire maintenant, en fait, regardez, ça a bien été pris en compte. Et à ce propos, donc, un édito du journal de Black Panthers du 22 novembre 69, donc le journal du parti des Panthères Noirs, il dit « Le parti des Black Panthers n'a jamais prétendu que si le socialisme était instauré en Amérique, le racisme disparaîtrait automatiquement. Ce sont certains adversaires du parti qui ont prétendu que nous défendions cette thèse. En fait, ce que nous disons, c'est que dans une société socialiste, les conditions sont beaucoup plus propices à l'élimination du racisme. » Donc, cette conception magique du racisme, on en a ici une réfutation, c'est une sorte d'épouvantail forgé par des adversaires de la tradition marxiste pour considérer qu'il faut tout réinventer à neuf et qu'il n'y a pas à puiser dans ces textes plus anciens. Ouais. Ça nous conduit à autre chose, à une autre dimension, mais qui se rejoignent, c'est est-ce que l'universalisme dont nous nous revendiquons, nous revendiquons de l'universalisme, mais la pensée progressiste française, notamment depuis les Lumières, mais se revendique de l'universalisme. Et alors, il y a quand même un reproche qui est des fois explicite ou un peu, en tous les cas, un soupçon, toujours le soupçon, de dire oui, mais à travers l'universalisme, vous niez les différences et vous niez les discriminations, quoi. Donc, alors toi, tu revendiques l'universalisme comme étant et la République comme étant une des dimensions de la lutte antiraciste. De l'antiracisme, oui. Alors oui, tout en reconnaissant une certaine légitimité, parfois à la critique de l'universel, si on pense au texte de Lévi-Strauss qui critique l'ethnocentrisme. Donc évidemment, si une culture se prétend modèle universel à appliquer partout, bon, évidemment, cette forme d'universalité est condamnable, mais il faut quand même bien avoir à l'esprit alors qu'en fait, c'est pas d'universalité, c'est une forme particulière de société qui affirme haut et fort qu'elle est universelle. Mais c'est un mensonge, voilà, c'est une prétention injustifiable. Mais en revanche, je pense qu'on ne peut pas, et d'autant plus quand on est dans une perspective antiraciste, il est absolument impossible de se passer de la référence à l'universel pour la simple raison qu'on défend en principe l'égalité universelle, c'est-à-dire appliquée à tous. Donc dès lors qu'on propose quelque chose appliqué à tous, on est dans le discours de l'universel. Je vois pas comment on peut combattre des discriminations sans tenir le discours qu'il faut des principes que l'on doit appliquer identiquement à tous les individus. Voilà. Et alors j'essaie de souligner dans le livre que ceux qui font le procès de l'universalisme en font une sorte de synonyme de l'Europe ou de l'esprit occidental. Et en réalité, ça, c'est très intéressant, la critique de l'universel est formulée par toute une tradition réactionnaire en Europe. Oui. Et c'est pas du tout. On croit en fait quitter l'Occident en critiquant l'universel. En fait, on reste dedans et on reste dans la pire tradition qui a justifié donc les contre-révolutionnaires, qui voyaient dans les principes universels et dans l'égalité, notamment le début du soulèvement de la femme contre le mari, des pauvres contre les riches, etc. Et donc cette tradition qui ensuite se poursuit, y compris dans la droite révolutionnaire allemande des années 20-30, la nouvelle droite aujourd'hui avec Alain de Benoît. Alain de Benoît, dans un texte dans sa revue là, Éléments, dit moi je suis d'accord avec ces gens qui critiquent l'universel, mais ils ont oublié que nous aussi, avec Heidegger, etc., on critique l'universel. Nous on pense que les peuples sont particuliers et ils doivent rester fermés sur eux-mêmes, et donc au nom du respect de la différence, interdisons l'immigration, renvoyons les immigrés chez eux, etc. Ce sont des anti-universalistes aussi.
Voilà. Le racisme est en ce sens une idéologie, dis-tu, dans le passage qui est intitulé « Définition du racisme », à qui je renvoie dans ton livre, puisqu'on ne va pas le développer là, mais effectivement, tu montres comment on peut rentrer dans une définition rigoureuse de ce qu'est le racisme. Mais venons-en à la dernière partie de ton livre, qui s'appelle « Pour un antiracisme socialiste ». Alors, qu'est-ce que c'est l'antiracisme socialiste? Alors, j'ai essayé finalement de synthétiser un petit peu tous ces textes que j'ai pu réunir dans l'anthologie ou que j'ai travaillé pour le livre, pour essayer de voir se dégager une sorte de portrait d'une voix antiraciste qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui, il me semble, qui met au centre de sa réflexion la classe sociale. Alors non pas pour réduire l'individu à la classe sociale, je répète encore une fois, non pas pour nier que l'individu puisse faire l'expérience d'un racisme en partie décorrélé de la question des classes, d'accord, mais simplement la question des classes, dans toute cette tradition, apparaît comme dans une perspective stratégique. C'est-à-dire comment chercher un dénominateur commun, ça ne veut pas dire qu'on se réduit au dénominateur commun, mais comment chercher ce dénominateur pour créer une majorité, tu dis, même de transformer l'antiracisme socialiste se caractérise par deux finalités. Oui. Il vise d'abord, c'est une évidence, mais encore faut-il le dire, c'est à faire reculer le racisme. Et je pense que ça, il faut y insister en quelque sorte, que ce n'est pas une chose en plus, n'est-ce pas? Mais il poursuit en même temps un autre but. Et là, c'est quand même ce que tu avais dans la tête au début, sans doute, quand tu as réfléchi à ton livre. Il poursuit en même temps un autre but: unir politiquement les différentes fractions des classes populaires, celles qui sont visées par le racisme et celles qui ne le sont pas, sur la base de leurs intérêts communs. Alors ça, oui, c'est une stratégie, alors. Voilà, alors sur la première chose que tu soulignes, c'est les statuts de l'Association internationale des travailleurs rédigés par Marx disent, eh bien nous avons deux objectifs, l'émancipation politique et l'émancipation économique. Donc l'émancipation politique, ça suppose que tous soient traités à égalité et réellement traités à égalité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de proclamer des principes effectivement universels, il faut les mettre en application réellement. Et donc ce qui conduit à, de fait, critiquer et combattre toute forme de discrimination qui introduirait des inégalités entre les individus. Donc ça, c'est le premier principe formulé donc déjà du temps de l'Association internationale des travailleurs. Mais ensuite, il y a ce deuxième principe de libérer les individus de la dépendance économique et qui suppose une stratégie majoritaire, réunir la majorité des salariés en vue de transformer les institutions. Or, il me semble, donc en gros, l'idée c'est que on ne pourra pas améliorer le sort de telle ou telle fraction des classes populaires sans avoir d'abord uni ces classes populaires pour qu'elles puissent devenir majoritaires. Voilà. C'est pour ça que c'est de la perspective antiraciste et intrinsèquement liée à cette question, sans s'y réduire complètement, mais elle est liée à cette stratégie. Je pense qu'il y a, je recommande, enfin, on faudra se référer au passage sur racisme et classe. Tu dis, un antiracisme peut être dit socialiste minimalement lorsqu'il refuse le réductionnisme racial, lorsqu'il affirme que les problèmes des populations visées par le racisme ne se réduisent pas au racisme, mais ont une forte dimension de classe. Et cette articulation entre un combat propre, qui a sa propre dynamique, ses propres logiques, ses propres stratégies, qui est l'antiracisme, l'intégration de la dimension de classe, elle traverse d'ailleurs toute une série d'autres questions aujourd'hui. Je trouve que est-ce qu'il y a quelque chose de l'air du temps finalement dans cette idée, remettons aussi du combat de classe dans des combats essentiels. Et tu dis après, cette lutte contre le réductionnisme racial est centrale dans l'histoire des socialismes, et tu cites James. Donc tu as fait un livre sur lui, tu en diras peut-être un mot parce que le sous-titre est tout à fait stimulant. Lorsqu'il analyse en 1938 la révolution menée par Toussaint Louverture à Saint-Domingue et qui s'oppose à la lecture purement raciale des événements proposés alors par les partisans de ce qu'on appelle le white primacy. Et donc il réintroduit la dimension de classe structurant les événements mais n'oublie pas la question du racisme.
Voilà, donc et peut-être tu dis un mot de ce livre-là aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas complémentaire, mais qui apporte aussi, qui nourrit en quelque sorte une réflexion d'enrichissement d'un combat qui au départ paraît tout à fait naturel et simple finalement, l'antiracisme, mais en montrant qu'il est traversé et par des débats et par des dimensions stratégiques quant à son efficacité et sa capacité de rassembler. Oui, donc c'était dans le passage que tu cites, c'est un exemple pour montrer que, contrairement à la légende, les auteurs de cette tradition marxiste au sens large n'ont pas du tout nié l'existence d'un racisme avec ses spécificités, ses logiques autonomes qui ne peuvent pas être réduites à la classe, etc. Mais ce qu'ils ont plutôt fait, c'est à chaque fois montrer la pluralité des facteurs. Donc, par exemple, en Afrique du Sud sous l'apartheid, les communistes sud-africains essaient de montrer que il y a en même temps évidemment une domination raciale et un État capitaliste et que tout ça fonctionne ensemble. C'est ça leur ligne d'analyse. Aujourd'hui, des proches de Bernie Sanders essaient d'expliquer les violences policières en montrant qu'elles relèvent aussi d'une dynamique de classe et pas simplement du racisme. Donc ils sont dans l'idée d'articuler les deux. Et donc il me semble que le maître ouvrage sur ce sujet, c'est Les Jacobins noirs, écrit par Seller James, alors qu'on connaît pas trop en France, mais qui consacre un livre à la révolution de Saint-Domingue et à Toussaint l'Ouverture. Et il écrit dans un contexte où la grille d'analyse raciale, on est en 1938, donc la grille d'analyse raciale, elle est omniprésente, alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et la révolution de Saint-Domingue, ça apparaît comme le premier soulèvement racial des Noirs contre les Blancs. Et pour les tenants racistes aux États-Unis de la white supremacy, c'est le début de la catastrophe, quoi. Voilà, ils se font une lecture raciale des événements, et ils disent finalement si les Blancs ont perdu à Saint-Domingue, c'est parce qu'ils n'ont pas manifesté de solidarité raciale. Et donc lui il se demande, mais est-ce que la solidarité raciale c'est le moteur de l'histoire, ou est-ce que c'est d'autres facteurs qui jouent? Et donc il montre bien que le racisme joue un rôle dans la Révolution, mais il montre que en fait les solidarités sont des solidarités de classe. Donc je prends juste deux exemples pour montrer ce que ça veut dire. Donc par exemple les propriétaires d'esclaves mulâtres, pour reprendre la catégorie de l'époque, c'est-à-dire métis, qui sont propriétaires d'esclaves, d'abord luttent contre les discriminations dont ils sont victimes, mais par contre refuseront toujours de mettre fin à l'esclavage, alors qu'on pourrait dire qu'il s'agit de leurs frères de couleur. Je trouvais intéressant. Donc ça, c'est une logique de classe qui joue à ce moment-là. Je trouvais intéressant que justement tu fasses cette ouverture sur les luttes de Toussaint l'Ouverture et tout ça, parce que ça élargit aussi notre champ de vision sur la question qui est posée, sur cette articulation. On pourrait lire tout le sommaire, par exemple si je prends le chapitre final, presque final, sur le combat socialiste, c'est un antiracisme concret, établir pour tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, des revendications communes aux classes populaires, des revendications spécifiques. Donc quand on les nourrit, tu parles même de l'éducation socialiste à l'antiracisme, etc. Quand on les nourrit les deux, à la fois ça nous aide, nous, dans un pays comme le nôtre, de ce que doit être un rassemblement majoritaire, mais pas dans l'abstrait, et qui part effectivement des problèmes tels qu'ils se posent à des millions de femmes et d'hommes, et là aussi, il y a sans doute un côté, à la fois, quand on remonte à des textes très anciens, on y trouve des références qui très fortes, et en même temps, on s'aperçoit combien ce débat est terriblement actuel. Voilà. Donc, l'antiracisme trahi avec comme sous-titre, et c'est pas un sous-titre, c'est Défense de l'universel, donc par Florian Gully. Merci Florian. On a aujourd'hui, j'espère, donné envie de le lire. C'est tout à fait stimulant. Et donc, on peut que recommander ton bouquin. Eh bien, merci beaucoup, Daniel.